Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Lionel Cotu, je suis journaliste et je suis ravi d'animer cette conférence annuelle de la Fédération des entreprises de la beauté depuis le siège de la Fédération au cœur de Paris. Vous l'aurez compris, cette conférence va se dérouler de façon digitale, un peu comme une émission de télévision et vous le verrez, en fonction des séquences, nous serons masqués ou pas masqués en fonction de la distanciation sociale et en fonction de nos invités en plateau. Voilà, nous allons passer donc 1h30 ensemble, 1h30 autour d'une thématique phare, une thématique importante pour vous qui nous écoutez. Face à la crise, comment faire de l'environnement un levier de rebond ? À mes côtés, j'ai la chance d'avoir Patrick O'Quinn. Patrick, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes président de la FEBA. Merci de nous recevoir. Une conférence exceptionnelle, je te disais, dans un contexte bien particulier, Patrick. Oui, effectivement, nous avons l'habitude maintenant depuis 5 ans de faire ces rencontres annuelles de la FEBA, mais c'est la première fois que, évidemment, elles se tiennent en digital compte tenu du contexte et des circonstances. J'espère que l'intérêt de cette conférence continuera cette année comme les années précédentes. J'en suis sûr, Patrick. D'ailleurs, la thématique que vous avez choisie est une thématique extrêmement puissante, la thématique environnementale. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette thématique, Patrick ? Alors, d'abord parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse nos adhérents et qu'ils ont pris en charge depuis plusieurs années, qu'ils ont travaillé, qu'ils ont investi beaucoup là-dedans. Et puis aussi, bien évidemment, parce que c'est une thématique qui, cette année particulièrement, revêt un caractère tout à fait d'actualité. On a beaucoup parlé de la loi anti-gaspillage et économie circulaire, on parle de la Convention citoyenne sur le climat, on parle de la relance verte. Donc je pense que ce thème s'impose aussi cette année pour montrer à la fois ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce que nous continuerons à faire. Voilà, merci Patrick pour avoir une vision un peu plus panoramique de l'état de l'opinion vis-à-vis des enjeux environnementaux, notamment dans cette période un peu charnière, un peu complexe, et plus particulièrement mieux savoir ce que les Français attendent des entreprises en matière d'environnement. Vous avez demandé au cabinet ELAB de nous présenter un panorama à date, et je vais demander tout de suite à Laurence Bedeau, associée du cabinet ELAB, de venir nous le présenter. Laurence Bedeau, s'il vous plaît. Voilà, Laurence Bedeau nous a rejoint sur le plateau. Laurence, bonjour. Bonjour Lionel. Alors, on vous écoute. Je vous laisse le floor, comme on dit, et on écoute un petit peu justement cette étude que vous avez menée. Merci, bonjour à toutes et tous. Effectivement, février 2020, le confinement a percuté à peu près toutes nos certitudes et nos repères. Passé ce moment de sidération, la question qui s'imposait, c'est qu'en restera-t-il et est-ce que tout va changer ? Il est un fait qui est un acquis, c'est qu'en février 2020, donc quelques jours avant, vous aviez en France plus de 90% de nos concitoyens qui étaient convaincus, certains, qu'il était désormais urgent d'agir en faveur de la planète. Sur des questions comme les pollutions, bien entendu, l'eau, l'air, les sols, mais également la question du dérèglement climatique et donc les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que l'inquiétude n'avait jamais été aussi haute. Nous avions atteint en février 2020 le point haut de cette inquiétude et tous les clivages étaient tombés. Longtemps en France, pendant des décennies, la question de l'écologie finalement était réservée à quelques militants très actifs qui faisaient entendre leur voix, mais qui pour autant ne convainquaient pas une majorité. Encore une fois, février 2020, les Français les plus modestes, comme les plus aisés, les ruraux, les urbains, les jeunes, les anciens, partageaient et exprimaient nettement, clairement, une inquiétude forte sur cette question écologique. Alors, comment en est-on arrivé là ? Pourquoi tant d'années, presque 4 décennies, entre la naissance de l'écologie politique dans notre pays et cette prise de conscience et cette injonction à agir ? Nous sommes passés en 4 décennies du combat de quelques-uns, je vous le disais, au problème de tous. Le jour, tout simplement, finalement, où il y a eu cette conscience devenue certitude majoritaire que la situation de l'environnement, état de l'air, de l'eau, et la santé, notre santé et celle de nos enfants, étaient immédiatement liées. Aujourd'hui, 90% des Français considèrent que les pollutions et le dérèglement climatique ont déjà des conséquences sur notre santé et notre qualité de vie. Est-ce que la crise économique va remettre cette urgence écologique en cause ? Est-ce qu'elle va faire partager cette tentation de remettre à plus tard l'urgence écologique, notamment devant les contraintes et les besoins nés de la crise économique ? Et est-ce que la crise sanitaire peut finalement faire perdurer ce rapport que nous avons installé dans nos pays industrialisés sur cette question notamment du
plastique et remettre en cause l'adhésion extrêmement forte de l'opinion publique française à notamment l'interdiction du plastique à usage unique. Aujourd'hui, nous avons un véritable acquis en termes d'opinion, mais également un risque majeur, je vais partager avec vous, et une exigence. L'acquis, c'est que la crise économique et sociale ne remettra pas en cause la certitude de l'urgence écologique. Pour une raison très simple, et c'est celle du lien, je vous le disais, entre santé et état de l'environnement. Cette certitude, elle n'a pas bougé, crise économique ou sanitaire, peu importe, la conviction est présente, et de ce fait, en septembre 2020, au moment où nous échangeons, 75% des Français considèrent que pour avoir le sentiment de réussir sa vie, j'insiste sur cette expression, il faut avoir un mode de vie qui a le moins d'impact possible sur la planète. 2/3 des Français vont jusqu'à nous dire qu'il n'y a pas grand-chose de plus important dans la vie que la protection de l'environnement. Je sais, le chiffre peut surprendre, interroger. Il est tout simplement à la hauteur de ce que j'appelle cette peur écologique face à l'impact des pollutions et du dérèglement climatique sur nos conditions de vie et sur la santé. Et vous avez un Français sur 2 qui nous dit, bien sûr, peut-être qu'ils ne le feront pas parce qu'ils ne le pourront pas, mais qui nous disent « je veux en faire plus dans les mois qui viennent pour la planète ». Je vous disais, il y a aussi un risque, et ce risque, c'est celui d'une écologie qui devienne un nouveau clivage social entre ceux qui peuvent se le permettre, c'est une question aussi de moyens financiers, sur des questions comme l'habitat, la mobilité, mais aussi sur des évolutions de consommation. Certaines ont un coût financier, et puis ceux qui ne peuvent pas. Et vous avez aujourd'hui dans notre pays, à nouveau en septembre 2020, plus de 80% des Français qui disent « je voudrais en faire plus, mais je n'en ai pas les moyens sur tous ces sujets ». Et puis enfin, une exigence. Cette exigence, elle est adressée aux entreprises pour faire progresser, pour changer les choses en matière d'environnement. Pourquoi les entreprises? Pourquoi pas plus l'État, les collectivités locales? C'est évidemment une responsabilité collective, mais il y a aujourd'hui dans notre pays cette conviction que les entreprises ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Et nous revenons à cette question des moyens, celle de l'innovation, celle de la recherche, celle des moyens financiers à mettre sur la table pour transformer le monde dans lequel nous vivons. Et ce sont aujourd'hui les entreprises qui sont identifiées comme pouvant avoir cet impact. 84% attendent de ce fait des objectifs chiffrés exigeants en matière d'environnement. Les attentes sont donc très fortes également à l'endroit des entreprises cosmétiques. Le contraire aurait été surprenant. Qu'attend-on très concrètement? C'est d'abord le développement de produits biologiques et naturels. C'est globalement la question de la protection de l'environnement qui va embrasser très largement la question, par exemple, des pollutions, de l'impact écologique de la chaîne de production, de transport et ensuite de consommation. C'est aussi la question de la biodiversité. Et vous le voyez, étonnamment, peut-être, on pourrait le dire, alors que la crise économique que l'on va traverser sera extraordinaire par son intensité, par son ampleur, l'attente existe sur la question de la contribution au développement économique de la France, mais vous le voyez, elle est très loin derrière cette exigence écologique qui vous est adressée. Et pour une raison, ma foi, relativement simple, c'est qu'aujourd'hui, le diagnostic que les Français font sur l'engagement des entreprises cosmétiques sur cette question écologique, eh bien, il est très mitigé, voire, soyons honnêtes, mauvais. Il n'y a que 37% des Français qui considèrent que les entreprises cosmétiques respectent l'environnement. C'est peu, c'est trop peu pour des produits dont on sait à quel point ils ont un rapport intime, une relation intime avec les Français. Alors, pourquoi? Il y a une part de méconnaissance, c'est évident, mais il y a aussi une image du secteur des cosmétiques qui est construite sur la perception que les Français ont aujourd'hui des produits cosmétiques. Et comme vous le voyez, le premier attribut, le premier qualificatif utilisé, c'est celui de chimique. Et chimique, on le sait aujourd'hui dans la bouche de nos concitoyens, ça n'est pas une question de produits de synthèse. Chimique, c'est nocif. À l'inverse, le naturel, qui est aujourd'hui synonyme de respect de l'environnement, est très très loin dans ce portrait que font les Français des produits cosmétiques. Raison pour laquelle nous avons aujourd'hui une exigence qui vous est adressée, elle est forte, elle est nette, elle est claire, et les attentes sont nombreuses, et elles vont se porter notamment sur la question des ingrédients qui, pour ce que connaissent les Français, ont le plus d'impact finalement sur eux-mêmes, sur leur santé.
et ensuite sur la question de l'empreinte environnementale globale, et enfin la question du packaging, un triptyque d'attentes qui est très clair pour les prochaines années. Merci beaucoup Laurence. Patrick, je me retourne vers vous. Il y a des mots qui sont quand même extrêmement forts dans ce que nous a dit Laurence. J'entends qu'il y a quand même un besoin de produits biologiques et naturels. Il y a un lourd cahier des charges finalement qui est vraiment demandé et réclamé auprès de vos adhérents. Quelle est votre réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Alors, première réaction, c'est qu'effectivement, il y a une très forte attente à l'égard des entreprises. Et je crois que cette attente, elle a largement été entendue par les entreprises du secteur cosmétique, mais en même temps, il y a une très grande méconnaissance de la part des Français de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas, mais en fait de ce que nous faisons, parce que comme je le disais tout à l'heure, nous sommes déjà depuis longtemps investis dans le secteur. Moi, ce que j'en tire comme impression, c'est qu'il y a une prise de conscience du côté des Français, ou une attente du côté des Français. Il y a une véritable prise de conscience de la part de nos adhérents. Et il y a également une attente qui est une attente collective, c'est-à-dire qu'on n'attend pas simplement ça de l'une ou l'autre des marques, mais vraiment de l'ensemble de l'industrie. Et ça, je crois que c'est très important, et en tout cas pour la FEBA, pour la fédération que nous présentons, c'est évidemment fondamental. Merci Patrick. Pendant que vous parliez, Laurence, une question m'est apparue à la suite de votre étude. Pourquoi est-ce que les Français pensent que nos produits cosmétiques sont avant tout chimiques ? Je crois très simplement qu'il y a, sur la question des cosmétiques, effectivement beaucoup de méconnaissances. Je rejoins largement Patrick. Et de ce fait, l'image qui est construite des cosmétiques, elle se fait très probablement par analogie avec l'alimentation. Et aujourd'hui, dans notre pays, et pas que, il y a le bio, qui est sain, qui est bon pour la planète et pour soi. Et puis, il y a l'alimentation qui est conventionnelle et dans laquelle on parle très souvent, vrai ou pas, de présence de résidus de pesticides. Et aujourd'hui, les pesticides, les Français n'en veulent plus. Et bien par analogie, ils conçoivent de la même façon les produits cosmétiques. Il y a les produits cosmétiques bio, naturels, et puis ceux qui ne le sont pas, probablement qu'ils en déduisent que la partie chimique n'est pas simplement une question de synthèse, maîtrisée, cadrée, réglementée très fortement, mais qu'elle peut être nocive. Nocive pour la planète, nocive pour eux. Ça veut dire que dans le bio, il y aurait moins de chimie ? Ça n'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, c'est la perception, la lecture qu'ils en font par analogie avec l'alimentation. Merci beaucoup Laurence, merci pour cet éclairage qui vous permet de mieux appréhender l'opinion des Français vis-à-vis de la protection de l'environnement et l'enjeu fort que cela peut représenter pour les entreprises cosmétiques que vous représentez, mon cher Patrick. Voilà, entrons maintenant dans le vif du sujet. Face à la crise, comment faire de l'environnement un levier du rebond ? Et nous sommes allés interviewer Claude Fromageau. Claude Fromageau est le directeur du développement responsable du groupe Rocher. Il a bâti une démarche globale, transversale et profonde de responsabilité sociétale. Je vous propose tout de suite de l'écouter. La démarche RSE s'est largement développée année après année et j'insisterai sur 3 dimensions qui ont été essentielles. La première, c'est l'embarquement de tous les salariés du groupe à travers une démarche qui s'appelle We Are Change, qui a été fondamentale pour qu'il y ait un sentiment d'appropriation des dimensions de la durabilité de l'économie de l'entreprise. La deuxième, c'est la projection vers les années 2020 en allant ensemble vers une nouvelle destination qui, et c'est le troisième point, embarque le partage et l'appropriation par tous les collaborateurs du fait que l'économie, elle doit aujourd'hui ne plus être simplement la génération d'une richesse non partagée, mais qu'elle doit de plus en plus se partager avec la nature, avec le social et avec la performance économique. Le premier bénéfice, c'est à la fois la fierté des collaborateurs et des partenaires, et à la fois aussi une forme de polarisation tous ensemble. Il y a comme une possibilité d'être ensemble vers un futur commun. Le grand avantage de cette destination, c'est qu'elle nous projette très loin dans l'avenir, et nous projetant loin dans l'avenir, elle nous permet de mobiliser les différentes parties de l'entreprise, qu'elles soient marketing, commercial, industriel, logistique, vers la même destination. Dans ce sens, nous lançons à la fois un baromètre, Groupe Rocher
Reconnect People to Nature, qui, sur plusieurs dizaines de pays dans le monde, essaiera de mesurer les évolutions de la perception des gens dans leur relation à la nature, que ce soit au jour le jour, le week-end, en vacances, en famille. Mais nous essayons aussi, à l'intérieur du groupe, de lancer une Nature Academy pour que chacun soit vraiment le plus en capacité de mieux saisir quel est son environnement, quelle est sa relation à l'environnement. Et puis, nous avons évidemment des grands chantiers d'empreinte environnementale, que ce soit pour les packaging, que ce soit pour les formulations, que ce soit pour les textiles, que ce soit pour les recyclages. Inspiré par Baptiste Morisot, je crois qu'on a tous ensemble, collectivement, au-delà de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, il y a à travailler avec toutes les parties prenantes, nous avons à réinventer une cosmopolitesse. La cosmopolitesse, c'est dans un monde qui est aujourd'hui de plus en plus fragmenté, de plus en plus violent, c'est de réinventer toujours la politesse de l'écoute mutuelle sur la manière dont on peut et dont nous voulons tous ensemble réinventer les nouvelles économies, réinventer les nouvelles frugalités. La deuxième dimension qui me semble fondamentale aussi, c'est la diplomatie des interactions. Il n'y a pas de décision définitive. Nous devons en permanence revisiter la manière dont nous conduisons nos affaires, la manière dont nous choisissons un certain nombre de caps. Et je crois que ces deux notions de cosmopolitesse et de diplomatie des interactions nous sera très utile tous ensemble pour l'avenir. Donc c'est quelque chose de très enthousiasmant et de très passionnant. Nous parlons transition écologique et une notion qui sonne juste pour le député d'Eure-et-Loir, Guillaume Kasbarian. Sa circonscription se trouve au cœur des terres cosmétiques. Il connaît bien votre secteur. On l'écoute. Je crois que les acteurs de la cosmétique et de la beauté ont parfaitement compris les attentes des consommateurs. Et aujourd'hui, on a des consommatrices et des consommateurs qui sont attentifs à où est-ce que sont produits les produits que j'achète et que je consomme, avec qui ça a été fabriqué, avec quelle notion de respect de la nature, mais aussi du bien-être animal, avec quel traitement éventuellement des déchets. Toutes ces questions-là, le consommateur, quand il achète un produit, il se les pose. Et c'est pour ça que pour moi, la transition écologique dans ce secteur-là, mais aussi dans beaucoup d'autres, il ne vient pas forcément de l'injonction qui vient d'en haut, il ne vient pas forcément des taxes, il ne vient pas forcément des normes, il ne vient pas forcément d'une nouvelle loi qui imposerait le changement, il vient de la force du consommateur qui, par sa consommation et son acte de consommation, emmène tous les producteurs dans la direction d'une transition écologique. La crise que nous connaissons actuellement, et la crise que nous avons connue, va pousser les marques, je pense, à être encore plus fortes sur l'innovation et sur la différenciation. Comme la crise a eu un impact sur la consommation, que les consommateurs sont attentifs, que les ventes ne sont pas exactement au même niveau qu'elles l'étaient avant la crise, cela pousse nécessairement les acteurs du secteur à se poser des questions de comment est-ce que je regagne du chiffre d'affaires et du coup comment est-ce que éventuellement j'en prends aussi à mes concurrents. Et je suis convaincu que c'est en répondant aux attentes environnementales, sociétales, sur le bien-être animal, sur tous ces sujets-là, que les marques de luxe, les marques de la beauté, les marques de la cosmétique, arriveront à se différencier et à être plus fortes que leurs concurrentes, y compris leurs concurrentes étrangères. Et donc il y a un vrai enjeu à faire du Made in France un acteur en pointe de la transition écologique. Faites revenir un maximum de lignes de production en France. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que dans la période actuelle, on a besoin de créer des emplois en France pour les Français. Parce qu'encore une fois, je pense que ça répond à des attentes venues des consommateurs qui se disent « quand on me met fabriqué en France, est-ce que tout est fabriqué en France ou pas ?» Et parce qu'aussi, je pense qu'on a un vrai savoir-faire à faire valoir sur ces sujets-là. Le gouvernement a mis en place plein de dispositifs pour permettre de faciliter les relocalisations. Je connais l'attachement de tous les fabricants de cosmétiques et les acteurs du luxe et de la beauté. Je connais vraiment leur attachement profond à la France et à ses territoires. Et je sais qu'ils y réfléchissent. Je sais qu'ils réfléchissent à faire revenir certaines lignes de production, à faire revenir certains savoir-faire qui étaient partis, et à se focaliser sur du fabriqué en France intégral, fier, conquérant, qui permet de renforcer la marque France et qui permet de se dire c'est vraiment totalement fabriqué en France. Et ce que je leur dis, c'est que bravo pour ceux qui souhaitent le faire, je les encourage et surtout je leur dis que l'État, les régions, les collectivités locales
sont là pour les accompagner à faire ce travail de relocalisation ou de développement dans les territoires. On se retrouve pour cette table ronde attendue autour des emballages et du plastique. Vous avez pu le constater, nous avons mis nos masques pour des raisons de distanciation sociale. Voilà, quand on parle environnement, une des préoccupations majeures des consommateurs et des industriels, c'est donc bien la question des emballages. Et parmi les emballages, bien entendu, c'est la question du plastique qui est très importante. Et pour en parler, j'ai autour de moi Karen Lemasson, vous êtes directrice RSE et Open Innovation chez Expanscience. Henri Bourgeois-Costa, vous êtes expert en économie circulaire et porte-parole du plaidoyer plastique de la fondation Tara Océan. Bonjour Henri. Géraldine Poivert, vous êtes fondatrice de Reset, une agence spécialisée dans l'économie circulaire. Bonjour Géraldine. Bonjour. Et enfin, Hélène Valade, vous êtes présidente de l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, et vous êtes directrice développement environnement de LVMH. Alors, quelques mots pour ceux qui nous écoutent sur le contexte plastique et l'industrie cosmétique. Un chiffre important, voilà, les emballages cosmétiques représentent 6% des emballages ménagers en plastique mis sur le marché. Pour vous donner une idée un peu plus panoramique, c'est peu, mais c'est une responsabilité. 45% des emballages du secteur sont en plastique, le reste sont en verre, métal et carton. La prise de conscience, en tout cas dans l'industrie cosmétique, est bien présente. Il y a un engagement des entreprises qui s'inscrivent dans l'objectif du 100% recyclable et dans la trajectoire de fin de plastique à usage unique. La réduction de l'empreinte plastique devient une priorité stratégique qui ne date pas de la récente loi sur l'économie circulaire qui date, on le sait maintenant, du début 2020, février 2020. Et il y a 3 orientations majeures qui sont très importantes et on va en parler tous ensemble. C'est les 3 R, la réduction, la réemployabilité et le recyclage, et même pour certains, en tout cas dans les termes britanniques, ce qu'on appelle les 4 R avec le rethinking, le repenser. On va en parler dans un instant. J'aimerais commencer avec vous, Henri Bourgeois-Costa, vous travaillez à la Fondation Tara Océan. Vous êtes allé explorer les mers du monde, en tout cas l'association dans laquelle vous travaillez. Il en ressort que 80% des déchets en mer sont d'origine plastique, si j'ai bien compris. Le plastique, c'est donc un phénomène polluant très alarmant, à vous lire ? Oui, c'est un phénomène alarmant par le volume qu'il représente. Ce sont énormément de déchets. On parle de 35 millions de tonnes de déchets plastiques par an déversés dans l'environnement, dont 8 à 10 millions qui arrivent dans les océans. Il y en a 35 qui partent dans l'environnement, ce qui est quand même un chiffre gigantesque quand on sait la réalité du plastique est un matériau très léger, donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis c'est alarmant parce qu'aujourd'hui on commence à avoir bien documenté les conséquences que ça peut avoir. Alors on a tous en tête la conséquence la plus directe, la plus visible, qui sont ces dauphins qui s'étouffent, ces tortues qui s'étouffent. Le chiffre qu'on donne actuellement, c'est environ 2 millions d'oiseaux qui disparaissent chaque année du fait de la pollution plastique et 200-250 000 mammifères marins qui en meurent. C'est déjà quelque chose qui devrait nous préoccuper. C'est massif, effectivement. Voilà, ça devrait déjà nous inquiéter, mais en fait, c'est bien plus inquiétant que ça. C'est qu'en fait, l'essentiel de cette pollution plastique, elle arrive dans nos fleuves, dans nos rivières et dans nos mers et océans sous forme de microplastiques. Et ça pénètre dans la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que petit à petit, ça remplace le plancton. Et non seulement ça remplace le plancton, qui serait déjà une autre étape d'inquiétude justifiée, mais en plus, ça devient un support à toute une série d'espèces, et donc ça déséquilibre complètement les écosystèmes. Et là où il faut insister, c'est que parmi ces espèces, l'essentiel sont des bactéries et des virus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de déséquilibrer complètement l'écosystème bactérien et viral de ce qui se passe en mer. Et donc, ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qui nous oblige à porter ce masque, cette catastrophe environnementalo-sanitaire, on est en train de créer des conditions pour les voir se multiplier. Donc, il y a une vraie urgence à agir. Et puis, si tout ce que je viens de dire n'était pas suffisant et que certains ne se sentaient pas encore concernés, on va citer un dernier chiffre plus économique, qui est que le Programme des Nations Unies pour l'environnement évoque des pertes de 75 milliards de dollars annuels du fait des pollutions par plastique, qui sont à la fois de la perte en tourisme, de la perte de pêche, etc., etc. 75 milliards de dollars. 75 milliards de dollars. Merci Henri. Bien sûr, cette pollution provient de tous les pays du monde et tous secteurs confondus. Si on doit se recentrer un petit peu sur la France et sur l'industrie cosmétique, là je me tourne vers Hélène Valade. Je le rappelle, vous êtes présidente de l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Un observatoire qui accompagne, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent,
Ça recense les stratégies RSE des entreprises, Hélène, si j'ai bien saisi. Et ça met également à disposition des acteurs de la RSE des clés de compréhension, des outils, une analyse, des bonnes pratiques en France, en Europe et à l'international. Alors, quand vous comparez l'industrie cosmétique aux autres secteurs, comment est-ce qu'elle se situe finalement, Hélène ? Alors, je crois que l'industrie cosmétique a pris ce virage plus global de l'économie circulaire à l'issue de 2015, c'est-à-dire de la COP21, parce que les emballages, et notamment le plastique, polluent l'océan, mais ils sont aussi extrêmement émetteurs de CO2. Et donc, il y a un double effet absolument dramatique, pollution et carbone, qui a été pris à bras-le-corps par un certain nombre d'entreprises qui ont mis en place des stratégies d'économie circulaire, et très vite le plastique est devenu le marqueur de ce nouveau modèle économique, et des acteurs comme L'Oréal, comme LVMH ont assez vite mis en place notamment des programmes d'éco-conception, tandis que d'autres industries faisaient aussi un certain nombre d'efforts, pas suffisants, on est bien d'accord, mais s'embarquaient dans des stratégies. Je pense notamment à Renault, dont 34% de la composition de la voiture est composée par du plastique recyclé à partir des voitures en fin de vie. Donc c'est quand même assez énorme, et le chiffre que je cite remonte à 2019, donc ça a pu progresser par rapport à cela. Carrefour et d'autres, après, ont interdit les sacs plastiques dans les magasins. Donc ça aussi, on l'oublie. Ça, c'est vraiment généralisé. Mais voilà, mais ça donne des signes extrêmement forts pour les consommateurs. Michelin a inventé un autre type d'usage au kilomètre pour le pneu. Voilà, donc il y a un tas de choses qui sont parties, et la cosmétique est à la fois sur l'éco-conception, le sans plastique, parce qu'il y a aussi des moyens de ne pas utiliser du plastique, et notamment des recharges du vrac, on en reparlera tout à l'heure, et s'occupe aussi, en tout cas pour certains acteurs, de ce qui se passe chez le consommateur à la maison, pour inciter, parce que c'est ça le nerf de la guerre, inciter à aller capter les flux de plastique au plus près de la consommation. Alors ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc ce que je dois retenir, c'est que finalement l'industrie cosmétique est plutôt bien placée par rapport aux autres. Elle a pris le tournant de la même façon que les autres. Et il y a une vraie prise de conscience qui est poussée par des consommateurs qui eux-mêmes attendent cela et l'attendent de plus en plus fortement. Oui. Alors Karen Lemasson, avant de nous faire réagir, juste un petit mot peut-être sur Expanscience. Peut-être que tout le monde ne connaît pas Expanscience. Oui, bonjour. Expanscience, c'est un labo pharmaceutique et dermocosmétique, donc spécialisé sur la peau de l'enfant avec la marque Mustela, et puis sur les maladies ostéo-articulaires. C'est une entreprise française. Donc notre usine est en Eure-et-Loir, en France. Et puis on a, donc moi je suis en charge notamment de la RSE. La RSE on a développé une politique de RSE depuis 2004, donc 16 ans. Et puis récemment, depuis 2 ans, on est devenu une Bicorp. Alors Bicorp, c'est un label pour les entreprises qui souhaitent avoir ce triple impact social, environnemental et évidemment économique. D'accord. Alors, Hélène nous a parlé effectivement de L'Oréal et de LVMH qui avait pris le tournant effectivement de cette recyclabilité du plastique. Qu'est-ce qu'il en est chez Expanscience ? Est-ce que vous avez pris vous aussi à bras-le-corps cette problématique ? Oui. On a lancé une démarche d'éco-conception des packaging qui était le premier pas en fait dans l'éco-conception en 2007, donc il y a 13 ans. Et une démarche globale d'éco-conception de nos produits, donc pas que le packaging, mais tout ce qui est impactant, en 2010 sur les produits Mustela. Donc oui, on parlait des 4 R, nous on aime bien les citer parce que ça structure, réduire, c'est faire des cures de minceur, des flacons par exemple emblématiques. On a repensé les fardellages, enfin ça se voit pas, c'est pas très sexy, mais on a travaillé tout cet aspect autour des packaging. Donc ça permet d'économiser 145 tonnes, alors je ne sais pas si ça parle, mais de plastique, 65 tonnes de carton, on a retiré tous les étuis, toutes les notices, et puis tous les étuis dont on avait besoin parce qu'il y avait des consignes, on les imprime recto verso depuis des années et sur des papiers gérés durablement, avec des encres à base d'huile végétale, et donc ça depuis 2007. Et puis, on parlait de réduire, mais il y a aussi réutiliser. Donc, on a intégré du plastique recyclé dans nos tubes peau sèche et peau normale pour le bébé depuis 2010. Donc, ça fait 10 ans.
Donc du plastique recyclé food contact, ça aussi c'est important de préserver toujours la santé évidemment des personnes. Nous avons une fonction de préservation de nos produits, enfin de préservation, de conservation. Et puis vous disiez recycler, donc on a fait en sorte que nos produits, nos flacons, parce que les tubes c'était pas le cas, soient recyclables depuis pareil 2010. Et enfin repenser. À repenser, c'était repenser des produits pour qu'il y ait moins de plastique. Mais là, on va essayer d'aller un peu plus loin et de repenser l'usage. Donc Hélène parlait du vrac. Et donc on a testé une de on en vient, on y arrive dans un instant. J'aimerais juste faire réagir Henri en fait, à ce que viennent de dire Hélène et Karen. Finalement, il y a quand même une prise de conscience qui est véritable. Il y a des chiffres à l'appui. Est-ce que vous vous sentez finalement entendu ? Est-ce que vous pensez que vous avez été compris en fait via le message d'alerte que vous avez lancé ? Il y a indéniablement une inflexion profonde et ça on ne peut que s'en réjouir. C'est un thème qui m'occupe depuis bientôt 15 ans maintenant et je vois effectivement une différence notable dans les discours et dans les actes. Ça c'est une évidence. Reste à passer un nouveau cap qui est celui de l'urgence, de la prise de conscience de l'urgence et donc de l'urgence dans la mise en place de schémas industriels qui soient réellement complètement différent pour pouvoir avoir une réponse très très rapide. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait très compliqué. Donc ça, c'est dans le repenser en fait. C'est dans le repenser, effectivement. Il faut rappeler quand même que le repenser, en tout cas dans sa formulation initiale, l'idée c'est de l'économie circulaire, c'est de mimer la nature. C'est ça l'origine. C'est-à-dire qu'on fait de telle sorte que rien ne puisse devenir à aucun moment un poison pour l'environnement. Et donc on réduit, ça c'est évidemment la logique, on réemploie, on recycle. Et si on se rend compte que dans ce schéma-là, on n'arrive pas à réinjecter dans le circuit économique et industriel les 100% de ce qu'on a produit, il faut qu'on repense. C'est-à-dire qu'on n'a pas la bonne solution. Et typiquement, une des grosses problématiques aujourd'hui, c'est celle de la collecte. Aujourd'hui, on met sur le marché des produits, sauf que ce n'est pas l'industriel qui gère cette collecte de fin de vie du produit, et donc on a, à un moment ou à un autre, un risque de perte. Et il va falloir qu'on réfléchisse ensemble à comment est-ce qu'on arrive à réduire ce risque de perte à zéro. J'aimerais qu'on arrive à la collecte un peu plus tard, mon cher Henri. D'accord ? J'aimerais juste faire réagir, s'il vous plaît, à la fois Géraldine et à la fois Hélène, concernant effectivement ce que vous venez de nous dire, concernant ces 3 R et cette recyclabilité. Finalement, cette éco-conception, Hélène, quand vous, en tant que présidente de l'ORS, quand vous regardez un tout petit peu de façon panoramique les industries cosmétiques, est-ce que vous avez, encore une fois, prise de conscience justement de cette recyclabilité au sein de l'ensemble de ces entreprises ? La prise de conscience, elle est massive. Enfin, je pense qu'on ne va pas jouer sur les mots là-dessus. C'est plus un sujet de prise de conscience. C'est un sujet d'action et donc c'est un sujet qui définit les enjeux qui sont là, et qui les traite. Et donc, il y a celui, en effet, de l'éco-conception, c'est-à-dire la recherche de matériaux alternatifs au plastique, par exemple. Donc ça, c'est des programmes de recherche qu'il faut accélérer. Si on a le temps, il y a plein d'exemples qui vont dans ce sens-là. Et puis, pardon, mais j'y reviens, c'est parce que vous avez raison, c'est celui d'aller capter ces flux de plastique. Il y a une économie derrière, c'est-à-dire pour réinjecter du recyclé dans la fabrication de produits, encore faut-il que le recyclable soit effectué et que donc on capte les flux et on traite le plastique. Et sur ces 2 sujets-là, notamment en France, il y a effectivement un enjeu majeur parce qu'on a du mal, il n'y a que 24% du plastique en France qui est recyclé. On a du mal à aller capter le plastique. Donc là, on peut imaginer des nouvelles façons de faire, soit ramener les choses dans les magasins, par exemple Sephora commence à faire ça, soit organiser des collectes spécifiques dans des villes, et non plus à l'échelle nationale, mais dans des villes, en faisant des alliances entre différents acteurs. On fait ça entre L'Oréal et LVMH, par exemple. Pourquoi pas avec vous ? Enfin, mais en tout cas, des boucles territoriales qui permettent cette capture du plastique. Et puis ensuite, il y a la problématique du recyclage. Pardon, mais on est aussi très, très en retard parce qu'il y a 54 résines de
plastique différentes derrière. On ne recycle pas du plastique comme on recycle du papier. C'est une complexité beaucoup plus forte. Et du coup, derrière, il faut des solutions technologiques. Et on s'achemine vers un traitement chimique du plastique, c'est-à-dire celui qui est capable de décomposer les polymères très finement pour les réassembler après et fabriquer du plastique recyclé. D'accord, on va essayer de ne pas être trop technique, en tout cas pour ceux qui nous écoutent. Je me tourne cette fois-ci vers Géraldine Poivert. Géraldine, voilà, on a entendu, on a tous envie d'accélérer. Il semblerait que ce ne soit pas aussi facile que ça n'y paraît, même s'il y a une volonté d'action. Vous, quel est votre point de vue, vous qui travaillez justement beaucoup sur cette économie circulaire, vous qui êtes un peu une experte, qu'est-ce qu'il en est ? Je ne sais pas si je suis une experte, mais je suis une passionnée. Je crois que tout ce qui vient d'être dit est très juste. La prise de conscience est là. Voilà. On le partage tous. Non, on le partage tous. Et puis, cette prise de conscience, elle est environnementale, elle est économique, elle est sociétale. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie circulaire, c'est la gestion de la ressource rare. Donc, qu'on le fasse pour le business ou qu'on le fasse pour la prospérité sociétale, c'est ça qu'il y a de formidable avec l'économie circulaire, c'est qu'elle réunit ses contraires. En revanche, et puisqu'on est là, non pas pour parler langue de bois, mais pour dire les choses, c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il faut réinventer des chaînes de valeur. Et puisqu'on est là, diffusé dans le cadre d'une animation de la FEBA, il n'y aura de victoire que collective. Et ce n'est pas naïf de le dire. Collaboration is the new competition. Pourquoi ? Nous, on le fait pour le Fashion Pact. On le fait pour des acteurs de la distribution. Je vous raconte une histoire très simple. On a réinventé un sachet de salade en papier. C'était hyper compliqué. On l'a fait en un an. Je suis hyper fière des gens qui l'ont fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a rassemblé toute une chaîne de valeur. Des chimistes du bois, des chimistes du coating, des gens qui font les machines, parce que extruder de la cellulose de bois, ce n'est pas la même chose qu'extruder du plastique. Les gens qui soudent, les gens qui recyclent, les gens... Donc en fait, l'avenir, la FEBA aujourd'hui et le secteur de la cosmétique a des talents immenses. D'abord, c'est proud to be French, c'est quand même le leader mondial. C'est un secteur qui est très organisé et le travail qu'a fait la FEBA le montre. Il y a déjà des premiers outils, mais aujourd'hui, il faut passer la 4e, la 5e et la 6e, l'inventer tout de suite parce qu'il faut non pas seulement recycler les plastiques, ça c'est ce qui a été fait, mais aujourd'hui, l'interpellation, c'est réduire et réduire plus significativement, changer de matériaux. Et le plastique, c'était fantastique, c'était une barrière à tout, à l'oxygène, à la lumière. Réinventer avec de nouveaux matériaux la même praticité, très compliquée. Donc c'est des programmes de R&D communs, puis réinventer la collecte et le tri, puis réinjecter des financements. Et faire tout seul, c'est se condamner à une forme d'échec, parce que comme Hélène Valade vient de le dire, si tous les matins, chacun réinvente un nouveau matériau, d'ailleurs peut-être pas en plastique, mais qu'il ne travaille pas avec sa chaîne de valeur pour que ce produit soit triable et recyclable, il n'y aura pas de modèle. Donc ce qu'on a vu en travaillant avec les acteurs, c'est quatre petites recettes. Faire ensemble, entre concurrents, entre gens de la chaîne de valeur, parce que comme ça, personne n'a le mistigris, c'est-à-dire la carte qui reste et dont personne ne veut. Ensuite, je ne sais pas si le mot c'est urgent, mais c'est passer à l'acte. Honnêtement, je pense que tout le monde a assez de livres blancs, de pledges, etc. Il y a pas mal de choses qui ont été réalisées. On va en parler dans un instant avec Karen. Mais maintenant, c'est aller un petit cran plus loin. Qu'est-ce que je fais comme matériau alternatif ? Est-ce que mon tube de dentifrice ou autre, il y a des matériaux alternatifs, il y a des coatings. Mais il faut aller investir en 2 ans autant que ce qu'on a investi depuis 80 ans sur le pétrole. Donc, bien entendu, il y a une course à faire. Ensuite, il faut travailler en concertation partie prenante avec des financements. C'est schumpeterien, l'économie circulaire. Les gens doivent abandonner un modèle qui est celui de la rentabilité et investir dans un nouveau, dans ce laps de temps où en plus il y a la crise du Covid. C'est quand même vachement compliqué. Et il faut le faire avec les consommateurs et sans les perdre en route, parce que leur demander une nouvelle action, il faut qu'ils adhèrent. Ramener, bien sûr, le maquillage, l'exemple d'Hélène est parfait. Le maquillage, je ne vais pas casser l'ambiance, mais que vous le fassiez aujourd'hui en matière recyclable ou pas, il est tellement petit qu'avec nos infrastructures de tri, il ne sera pas capté. Énorme sujet. Je veux dire, on ne va quand même pas inventer des matériaux recyclables pour qu'ils ne soient pas captés. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Un autre système de collecte, il peut être que mutualisé. LVMH, L'Oréal, tout le monde ne va pas mettre ses camions tout seul pour aller collecter. Enfin, je ne pense pas, il n'y aurait pas de modèle économique. Je vous arrête un instant, Géraldine. On arrive à la collecte et au tri dans un instant. J'aimerais juste que Karen nous explique un petit peu ce qu'elle a déjà mis en place en termes de recyclabilité. Voilà, c'est très important parce qu'elle est quand même, globalement, j'ai l'impression qu'en tout cas, Expansion est assez en avance, en tout cas, dans ses propositions. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire, Karen Lemasson ? Racontez-nous chez Expansion. En avance, je ne sais pas, mais je suis complètement d'accord. Ça ne va jamais assez vite. On ne peut pas le faire tout seul. Nous, on fait des
était, je viens tout de suite, Lionel, mais je suis complètement en phase avec ça. Déjà, il n'y aura pas une solution de matériaux, sinon on va peser à nouveau fortement sur des ressources, donc il faudra diversifier. Il va falloir tester des nouvelles choses, ce qui est génial, parce que ça va nous permettre tous d'innover, et donc ça donne beaucoup de sens à l'innovation. Et le faire seul, c'est illusoire. Donc après, ça demande une collaboration avec tous les acteurs de la chaîne, récupérer, quand on parle de plastique, assez de plastique recyclé, parce que oui, mais il faut qu'on ait du plastique qualifié, de qualité. Et puis je crois beaucoup aussi au plus court, au local. On parlait d'économie circulaire. L'idée, c'est d'arrêter de faire des grandes boucles. C'est d'être dans le réemploi au plus près de l'usage, en fait. Et donc tout ça, ça amène beaucoup de challenges qui sont pas simple, ça serait mentir que de dire que c'est simple. Il faut démontrer que c'est viable économiquement, on n'y est pas complètement. Les gens ont des entreprises avec des outils industriels, donc ça demande un changement énorme, c'est un challenge énorme, c'est à relever pour nous tous. Hein. Oui, on a lancé, je vous disais, repenser. Donc dans l'usage, on a souhaité tester. Donc on est en phase de test, je vais vous dire pourquoi le test d'ailleurs, à petite échelle, donc dans le 14e à Paris, Pharmacie Plaisance et à Angers, à Muret-Rigné précisément, du vrac. Donc c'est du gel hydroalcoolique. Pourquoi gel hydro ? Parce que pendant le Covid, on a pensé, enfin voilà, les gens avaient un besoin de sécurité et d'hygiène, et donc on s'est dit que ça faisait sens, puisqu'on en avait développé rapidement pour la crise Covid. Donc il y a du gel hydroalcoolique, et il y a aussi un gel lavant bio, vegan, en distribution en fait. Donc les personnes viennent, achètent le flacon en verre, qui s'appelle Reviens, c'est un petit clin d'œil, et donc repartent, l'utilisent, ramènent le flacon qui sera lavé, et soit on leur rend leur consigne, soit ils réutilisent un nouveau flacon. Ça marche ? Et voilà. Alors on est en test pendant 6 mois, et je disais pourquoi un test ? Et ça, j'y crois beaucoup, moi, aux expérimentations au petit pas. Parce que si on fait ça en masse, pour voir l'usage, parce qu'il faut quand même que les gens le ramènent pour que ce soit vertueux écologiquement. Bien sûr. Donc l'usage. L'expérience utilisateur, est-ce que les gens vont le faire ? On fait une ACV aussi pour voir si c'est pas une fausse bonne idée. Enfin voilà, c'est pour faire un peu les choses sérieusement. Et puis trouver le modèle économique, parce que là c'est une expérimentation, donc c'est pas à grande échelle. Donc voilà, il y a tout ça qui est un énorme challenge à mettre en place, mais qui est passionnant, et j'y crois à ces petites expérimentations-là. On va se tromper peut-être, on va apprendre, on va progresser. Mais il faut avancer comme ça. Alors, vous l'avez prononcé, Karen, un des enjeux, et Géraldine a commencé à en parler, c'est le côté scalable. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre à l'échelle finalement ce genre d'initiative ? Énorme. Parce que je pense qu'effectivement pour vous, chez Expansion, c'est important, chez LVMH, c'est important également. Voilà. Et donc du coup, qui peut apporter une réponse par rapport à ça ? Géraldine, est-ce que vous avez une idée de moi, je peux témoigner, c'est que, et on en a parlé avec Léna, c'est que les acteurs économiques sont prêts à mutualiser du passage at scale. Nous, on est en train de le faire pour l'emballage souple et de la grande distribution sur des sachets de salade. Pour le Fashion Pack, marque du textile, on est en train de le faire pour les cintres et leurs emballages. Et je suis convaincue que cette expérience que vous faites sur le réemploi, vous pourriez la massifier parce que est-ce que les acteurs de la cosmétique aujourd'hui sont concurrents sur leur emballage ? Je ne crois pas. Ils ont besoin de trouver des solutions. Donc il faut mutualiser parce que ça permet d'abord d'avoir la taille critique, parce que les machines qu'il faut changer, la matière, etc., du coup, elle est at scale. On mutualise la R&D et surtout, on a un discours consommateur qui est en fait, après chacun va aller chez Sephora ou chez Marion ou chez autre, mais on aura des dispositifs et de la pédagogie qui va être la même. C'est possible, il faut juste aller au-devant de la barrière qui est souvent un peu sociologique. Ça fait toujours un peu bizarre, nous, quand on travaille en consortium, avec des acteurs publics, privés, des concurrents, au début, les gens se regardent un peu, et puis à la deuxième journée, ça va bien. Il y a des freins parfois juridiques ou prétendument juridiques. On ne pourrait pas lever, ce serait anticoncurrentiel, alors que les textes européens sont très clairs. On peut tout à fait faire des consortiums quand c'est pour du bénéfice environnemental. Et il ne faut pas hésiter un seul instant à mutualiser cette action de scale. Et petit message, parce que vous venez de le dire, en plus, au moment où le plan de relance flèche des financements, c'est maintenant qu'il faut bâtir ces consortiums pour réinventer votre tube, votre action.
Et je dirais que les bénéfices seront majeurs et ça continuera à avoir ce Made in France sur la cosmétique très fort. D'accord, donc ce qu'on retient, c'est qu'en fait, il y a des secteurs qui ont déjà réussi. Oui, qu'ils le font. C'est ça ce qu'il faut retenir. Font, exactement. D'accord, donc pourquoi pas dans l'industrie cosmétique? Tout à fait. Ok, très bien. On revient une seconde sur la collecte. Voilà, vous l'avez dit, c'est extrêmement... Ah, c'est très important. On va tout balayer, d'accord? On n'a pas beaucoup de temps, donc il va falloir faire très vite. On est hyper concis, là. Ah bon, ok. On en parlera. Henri, juste une question sur cette collecte. Voilà, Géraldine nous l'a dit, il y a une problématique de tri, c'est-à-dire qu'en fait, de point final. Comment est-ce qu'on va récupérer? Hélène nous en a parlé également. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Comment est-ce qu'on fait pour améliorer effectivement cette collecte? Alors, oui, effectivement, quand on n'a pas réussi à réduire, quand on n'a pas réussi à mettre en place des solutions de réemployabilité pour X ou Y raisons de pratique, etc., on est bien obligé de travailler sur la question de la collecte, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire de telle sorte que l'emballage qui a été mis sur le marché n'ait aucune chance de se retrouver dans l'environnement. Aujourd'hui, on est dans un modèle qui... depuis 30 ans, part d'une vue de l'esprit qui est qu'il faudrait qu'on ait sensibilisé l'entièreté des citoyens, que tout le monde soit modèle et que tout le monde agisse bien. J'ai souvent un exemple pour illustrer ça. C'est un peu comme si on s'était dit, tiens, au lieu de mettre des caisses dans les supermarchés, on va inciter les gens à payer à la sortie. Puis on va les sensibiliser. Puis on verra. C'est complètement ridicule, c'est fou. On imagine bien que ça ne marche pas. Et pourtant, en matière environnementale, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans en France. C'est-à-dire qu'on continue à dire qu'il faudrait sensibiliser. Il y a un principe de réalité qui est indispensable pour affronter les questions environnementales et les enjeux environnementaux, c'est faire avec ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'arrivera jamais à convaincre l'entièreté d'une population et qu'il faut d'autres mécaniques pour embarquer des gens, des mécaniques économiques, évidemment de la sensibilisation aussi, mais toute une série de panels. Et cette question de collecte, il faut la résoudre. Il faut vraiment la résoudre urgemment parce que elle est en fait ce qui empêche. Elle est centrale. Voilà, ce qui empêche que ça marche bien. Alors ça empêche que ça marche bien parce qu'il y a le mauvais geste de tri, parce qu'il y a le non-tri, mais aussi parce qu'en amont, on a encore une quantité très importante d'emballage, et vous l'avez évoqué, avec une multiplicité de résines plastiques. Il y a beaucoup de plastiques différents, et on ne parle pas des additifs. Plus de 300 additifs chimiques possibles dans nos 10-20 résines utilisées actuellement. L'illusion des bioplastiques, biodégradables, etc., qui débarquent là-dedans et qui troublent tout ça. Donc on a besoin d'une vraie simplification. Et là encore, il n'y a que le collectif qui peut y arriver, je vous rejoins complètement, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir une espèce de women agreement, je ne peux pas dire gentleman, women agreement, pour se dire, ces résines-là, le polystyrène, le PVC, qui pose vraiment problème, ou tel autre, le PLA, parce qu'en fait aujourd'hui il ne représente rien du tout sur le marché, eh bien on arrête. Et puis on fait avec 1, 2, 3 résines maximum. Ça passe par le réglementaire. Ou l'accord volontaire. Ou l'accord volontaire. Les acteurs économiques sont capables de le faire tout seuls. Moi, je vois pas d'opposition à l'un ou à l'autre. Il faut juste que les acteurs majeurs soient d'accord. Et s'ils ne sont pas d'accord, que ceux qui sont moteurs se disent il faut que je passe une autre vitesse, c'est-à-dire effectivement là encore un principe de réalité, j'arrive pas à un accord collectif. Donc moi, avec ma responsabilité d'entreprise qui pèse en termes de lobbying sur les décisions politiques, je vais voir les pouvoirs publics et je leur dis je ne peux pas avancer si je n'ai pas un cadre réglementaire parce que si j'avance, je me mets en danger. Cette phase-là, elle est absolument capitale parce qu'on ne peut pas laisser croire non plus qu'on peut faire des consortiums comme ça. C'est extrêmement compliqué dans la mesure où les véhicules juridiques n'existaient pas, où il y a des sujets vis-à-vis de la Haute Autorité de la concurrence qui n'ont pas été traités. Donc c'est effectivement une advocacy pour pouvoir rendre concret et crédible ces consortiums. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut que le cadre bouge, le cadre réglementaire, juridique, mais aussi le cadre fiscal. On n'a pas parlé quand même d'un sujet qui est aussi une solution, c'est-à-dire que personne ne veut entendre, mais enfin tout de même, c'est donner un prix aux externalités négatives. Oui. Et si ça, on ne le met pas sur la table, alors le modèle économique dont vous appelez tous de vos voeux, et ces consortiums et ces alliances, ça ne marchera pas. Derrière, il y a des réalités économiques, donc il faut changer la donne du prix. C'est pour ça qu'on est un certain nombre à se battre, notamment sur le prix du carbone. Il n'y a pas que le prix du carbone. Non, des externalités négatives. Vous avez tout à fait. Des externalités négatives. Non, mais Hélène appuie sur... on a commencé cette table ronde avec un sondage, un enseignement très intéressant sur le regard des consommateurs. Moi, le message que je veux porter, et tout le monde le sait autour de cette table depuis 20 ans, c'est que le plastique est en apparence peu cher au regard des autres matériaux. Parce que quand vous ajoutez dans le plastique le coût de sa dépollution, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se regarde en se disant « mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce 6e continent ?»
Mais il y a un moment où c'est la collectivité qui va payer. Il y a un moment où les externalités... Et je n'ai rien contre le plastique parce qu'honnêtement, je pense que le plastique aujourd'hui est un peu le symbole, mais demain, tout autre matériau qu'on va inventer, c'est bien de se poser la question s'il va être recyclable, s'il va être dégradable. J'espère que c'est le cas. On aura le même sujet. Mais attention, aujourd'hui, les acteurs économiques qui payent des éco-contributions, à Citeo pour l'emballage, à d'autres éco-organismes, ce signal-prix-là est légèrement décalé aujourd'hui parce qu'il donne le sentiment que recycler les plastiques, c'est fastoche. Ben, en fait, non. C'est très compliqué, il n'y a que quelques résines, ça coûte très cher et le recyclage chimique coûtera 10 fois plus cher au bas mot. Donc en fait, quand vous ajoutez tout ça dans le prix d'un matériau, la R&D, finalement, changer est parfois pertinent, parfois pas pertinent. Et tout petit message, parce que Tara a fait une analyse mondiale, ce qu'il y a de passionnant, parce que tout challenge est passionnant, c'est qu'il n'y a pas de one size fits all. Parce que mondialement, il y a des endroits comme en France et en Europe où il y a des infrastructures de collecte et de tri pour recycler les déchets. Mais il y a des endroits dans le monde où il n'y en a pas du tout. Donc, mettre sur le marché un produit qui serait designé de la même manière pour tous les marchés, a un petit côté tout à fait aberrant, parce qu'il y a des endroits où peut-être que la dégradabilité sera pertinente, d'autres où un matériau cellulosique sera pertinent, d'autres où, si on est garanti que cette résine plastique-là, elle a sa filière. Et donc, en fait, ça vient complexifier le travail de la supply chain et de la logistique, mais je pense dans un bénéfice énorme, c'est de faire des boucles locales, des boucles d'emploi et de R&D locales qui, au final, seront plus rentables. Alors, on ne va pas débattre de tout ça maintenant, parce que sinon on en a pour la journée. On en a pour la journée. Prêts, hein. Donc on s'arrête là. Même masqué, on va juste s'arrêter maintenant, en tout cas sur cette table ronde. J'aimerais juste pour conclure en fait que chacun d'entre vous puisse me donner une recommandation. S'il n'y en avait qu'une seule, en fait, pour nos amis qui nous écoutent, laquelle ce serait pour effectivement cette problématique plastique? Henri, on commence avec vous. Je conclurai par ce par quoi j'ai commencé, l'urgence. Il y a une réelle urgence et il y a une urgence à se rappeler que l'ensemble de nos activités économiques, humaines, sociales dépendent de la qualité de notre environnement. Nous sommes une espèce animale qui dépend d'un écosystème. On a fini par l'oublier, on s'en est un peu détaché. Le Covid vient nous le rappeler de façon un peu frontale, un peu brutale, et il est temps qu'on réconcilie l'homme et son environnement si on veut continuer à avoir une planète vivable pour l'espèce que nous sommes. Réconcilier l'homme et son environnement. Géraldine. Travailler ensemble, il y a ce très joli proverbe africain qui dit « Seul on va vite, à plusieurs on va loin ». Et on va très loin à plusieurs. Donc il faut désiloter. Désilotons. Hélène Valade. Mesurer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui ne sont peut-être pas viables du tout au regard de ce qu'on s'est dit là, qui sont des mauvaises solutions. Donc avoir le courage de la mesure. On a développé à LVMH un instrument qui s'appelle l'indicateur de la performance environnementale des emballages, et on fait des découvertes tous les jours avec ça. Et puis évidemment la transversalité et l'action, l'alliance, parce qu'on n'y arrivera pas autrement au regard de la hauteur et de la puissance de cet enjeu. Merci beaucoup. Karen Lemasson. Allez, oui, ensemble, on va peut-être moins vite, mais là, il va falloir aller plus vite et plus loin. C'est un double challenge. Enthousiasme et de dire que ça donne du sens de notre mission. On est quand même autour du bien-être, de la santé des gens, et c'est illusoire de penser qu'elle n'est pas connectée avec la santé environnementale. Et donc, je rejoins, ça redonne du sens et de la mission à nos collaborateurs aussi. Donc, c'est positif. Ça confère des rôles merveilleux à la FEBA, qui est franchement probablement la plateforme qui pourrait mettre en œuvre un certain nombre des solutions qu'on a mises sur la table. Absolument. Voilà, merci beaucoup mesdames, merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup. Voilà, à très bientôt à tous. Voilà, j'ai demandé à Patrick O'Quinn de venir me rejoindre pour conclure cette table ronde, riche en tout cas en discours, riche en propositions. Patrick, qu'est-ce que vous inspire ces échanges? Quels enseignements est-ce que vous pourriez en tirer? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Finalement, la chose que je pourrais retenir, c'est que pour aller plus vite, la clé, ce serait plutôt d'avancer ensemble et pas chacun de son côté. Je crois qu'effectivement, moi, je retiens deux éléments de la table ronde. Le premier, c'est d'abord que la prise de conscience n'est pas nouvelle, mais qu'aujourd'hui, il y a une vraie urgence pour agir.
Et c'est un appel à l'action que nous ont lancé les participants à la table ronde et que nous lancent aussi les Français, comme Laurence le rappelait tout à fait au début. Je note aussi un deuxième élément, c'est qu'il y a un appel à la mobilisation générale, on va dire ça comme ça, à l'action, effectivement, à l'action collective, comme Lionel vient de le signaler. Je pense qu'aujourd'hui, la conviction que moi j'ai et que beaucoup de nos adhérents ont, c'est la nécessité de mettre ses forces en commun, de travailler ensemble et de considérer que ce sujet de l'environnement est un sujet en fait très compétitif. On n'est plus en train de jouer les uns contre les autres, une marque contre l'autre. On est vraiment en train de jouer tous ensemble. Il faut qu'on retrousse ses manches. Moi, je vais prendre un terme qui est un terme qu'on a beaucoup employé ces temps derniers, mais auquel je crois profondément, c'est le terme de co-construction. C'est-à-dire que je crois qu'il faut que nous construisions ensemble, que cette construction, elle soit entre les grandes entreprises qui ont une capacité de R&D, une capacité d'action, une capacité de réflexion, et les petites entreprises qui ont moins cette capacité, entre les entreprises qui sont déjà engagées et celles qui ne sont pas encore aussi avancées, entre les différents types de produits, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus agir tout seul sur ces sujets d'environnement. Je crois qu'il y a vraiment un besoin. Ce n'est pas seulement une question d'engagement, de signer des papiers ou des chartes, comme certains aiment bien le faire, et notamment parmi les pouvoirs publics. C'est vraiment des actions concrètes, c'est vraiment des actions véritables avec des indicateurs, et c'est une volonté d'agir. Et je crois qu'on a aujourd'hui le premier outil pour y arriver. Et c'est important, je pense qu'on en parle aujourd'hui, où nous parlons de ces sujets d'environnement, de ces sujets d'emballage, puisque l'emballage, ça nous concerne tous, ça concerne tous les secteurs, c'est vraiment un sujet transversal. Et c'est l'outil SPICE que nous avons élaboré, qui a été créé à l'origine par une volonté conjointe d'une grande entreprise, en l'occurrence L'Oréal, et d'un consultant Quantis, qui ont voulu travailler ensemble pour développer une méthodologie d'évaluation de l'empreinte environnementale des emballages. Et ils ont rapidement eu conscience que ça n'était pas uniquement entre ces deux acteurs qu'il fallait travailler, mais au contraire élargir le tour de table. Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'entreprises, il y a des fédérations qui se sont jointes à cette initiative, et on est en état de proposer une méthodologie. Cette méthodologie est désormais, et on va l'annoncer cet après-midi, cette méthodologie elle est désormais ouverte à toutes les entreprises du secteur qui veulent travailler sur l'empreinte environnementale de leur emballage et en réfléchissant à l'éco-conception, donc réduire l'impact environnemental de ces emballages. Chaque entreprise, quelle que soit sa taille, pourra donc avoir accès à un outil. Et cet outil, c'est un outil collectif. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental pour nous. C'est une nouvelle étape que nous franchissons aujourd'hui. Je crois que nous sommes le premier secteur à travailler de façon aussi collective. Et ça a d'ailleurs été souligné dans les différentes actions qui ont été réfléchies et qui ont été portées à la connaissance du ministère de la Transition écologique. Et ce qui est important, je pense, c'est que l'engagement que nous portons aujourd'hui, il ne sera plus limité aux entreprises de grande taille. On dit souvent la FBA, c'est les grands, etc. Non. Ce que nous prouvons aujourd'hui, c'est que quelle que soit sa taille, une entreprise peut travailler pour réduire son impact environnemental. Et je crois, moi, profondément aussi, que ces solutions inventées, ces solutions co-construites, c'est ce vers quoi nous devons travailler, c'est ce vers quoi nous devons continuer à agir, et c'est ce vers quoi la FBA s'engage, ce à quoi la FBA s'engage, et je pense que ça n'est que la première d'une longue série d'initiatives. Voilà, merci beaucoup Patrick. Voilà un beau premier projet collectif. Nous espérons que d'autres, bien entendu, verront le jour d'ici peu. Merci à tous, en tout cas, pour vos réponses claires et précises durant la table ronde, à Laurence Bedeau, voilà, à tous ceux qui ont participé, en tout cas, à cette émission. Patrick, l'environnement, un levier du rebond, un vaste et passionnant sujet dont on va faire le tour. Je pense jamais. Voilà, c'est vraiment un sujet extrêmement vaste. Je vous laisse maintenant le mot de la fin, Patrick.
Le mot de la fin, ça va être 3 mots. D'abord, merci à tous ceux qui ont participé à cette matinée, malgré les petits aléas techniques. Merci évidemment aux participants à la table ronde. Deuxième mot, c'est bravo, parce que je crois qu'il faut que l'on félicite toutes les entreprises cosmétiques qui, pendant cette période très difficile, ont réussi à continuer à produire, ont réussi à se mobiliser pour fournir à nos concitoyens des produits cosmétiques, non seulement des produits d'hygiène, mais aussi des produits de bien-être, parce que je crois que c'est fondamental. La cosmétique, c'est aussi le vivre ensemble, c'est aussi le bien-être, c'est aussi la vie sociale. Et ça, c'est fondamental, et on l'a bien vu pendant cette période de confinement. Et puis, le troisième mot, c'est continuons. Lionel vient de dire, l'environnement, c'est jamais terminé. L'action de la FEBA non plus. Merci. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci.